Toi, de ton côté, Franck, du coup, t'as regardé un petit peu ce sujet. Vite fait, est-ce que tu pourrais nous résumer rapido la crise? Mais juste un petit, Ah parce oui, que vas-y. on va essayer de faire un parallèle entre ton sujet et le sujet du jour. Ouais. Euh, la première chose, peut-être, c'est que tu as évoqué, mais je vais peut-être prendre 2 secondes pour insister dessus, Ouais. c'est l'internationalité des échanges Hmm. au Moyen Âge. C'est vrai que les gens pensent toujours, quand on pense Moyen Âge, à des paysans enfermés dans leur champ, où personne n'en sort jamais à part un marchand qui aurait le courage de prendre la route sur sa charrette. Tout ça pour se faire harceler 26 fois en route par des bandits. Euh, c'est une image qui est quand même très très fausse des échanges commerciaux et des échanges tout court, à travers toute l'histoire d'ailleurs, mais en ce qui nous concerne aussi au Moyen Âge. Euh, pour être clair, il y a énormément d'échanges internationaux avec des réseaux qui traversent la moitié du monde connu. L'un des exemples phares que j'avais eu l'occasion d'étudier en cours, Ouais. c'est le transfert des monnaies, le transfert de l'argent et de l'or. Parce que euh, si vous regardez un petit peu les cartes historiques des minerais en France, vous verrez qu'on n'a pas des quantités ahurissantes euh, d'or et d'argent en termes de minéraux. On en a quelques-unes, hein, pas très loin de, de là où nous nous trouvons, très cher Marc, la ville de l'Argentière, qui est L'Argentière, ouais. connue pour ses mines d'argent. Mais même celles-ci sont finalement de faibles dimensions en comparaison de ce qui peut se faire ailleurs, notamment de certaines mines d'or dans ce qu'est aujourd'hui la Slovaquie ou la République tchèque. Je ne sais plus dans quel des deux pays elle se trouve, mais qui à l'époque sont sous domination un temps tchèque, pardon, l'argent sous domination tchèque et l'or sous domination hongroise. Et il y a aussi, déjà ça fait une distance hein, quand même, il faut traverser tout le Saint-Empire. Mais il y a aussi beaucoup d'importations depuis l'autre côté de la Méditerranée, Hmm. depuis les réseaux d'échange venus du Maghreb, venus d'Égypte, voire venus parfois d'Afrique subsaharienne. Il y a de très très grands réseaux d'échange qui sont capables de transporter des marchandises sur de très longues distances, de main en main. Euh, on est sur un monde qui, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, ne se vit pas comme renfermé. On est sur des espaces qui se connaissent, qui se côtoient et qui s'influencent les uns les autres. Et en fait, la guerre de succession de Champagne, elle est pile dans cette idée-là d'interconnexion des espaces. Ouais. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, à l'origine de ce conflit, il y a la troisième croisade. Lorsque celle-ci se monte, elle se prépare avec Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, et avec un autre personnage qui est pour le coup très peu connu, euh, il s'appelle Henri II de Champagne, et qui est en fait le neveu de Philippe II Auguste et Richard Cœur de Lion, et le fils de Henri Ier et de Marie de France. Marie de France C'est ça. qui est la La fille fille de Louis VII, roi de France, et d'Aliénor d'Aliénor d'Aquitaine, d'Aquitaine. qui va divorcer, se remarier avec Henri de Plantagenet et donner naissance à Richard Cœur de Lion et Eh à oui. ses frères. Donc, Henri II de Champagne, déjà, c'est d'un point de vue du statut, c'est pas n'importe qui. Le gars est neveu de deux rois quand même. Ouais. Ça aussi, c'est un autre truc qui est très important à comprendre sur le Moyen Âge, c'est l'interconnexion des élites. Eh oui, bah oui. Les mariages, les relations familiales sont très très importantes pour comprendre les relations politiques au Moyen Âge. Elles font et défont beaucoup de choses, et c'est d'ailleurs un peu le sujet de cette guerre de succession. Donc, ouais. Donc notre brave Henri II décide de partir en croisade, et avant de partir, décrète que, vu qu'il n'a que 3 filles, son héritier sera son frère, qui deviendra Thibaut III de Champagne. Donc, il hérite du comté de Champagne, non pas parce que son frère est décédé, mais parce qu'en fait, son frère Henri II devient roi de Jérusalem. Et ouais.
il est choisi comme roi de Jérusalem, notamment pour un peu comme entre deux, justement parce qu'il est neveu et du roi d'Angleterre et du roi de France, et que les deux se disputent quant à savoir qui sera le roi de Jérusalem. Pas qu'ils le revendiquent pour eux-mêmes, mais ils ont tous les deux des partisans en Terre Sainte, et chacun veut que son favori Et oui, à la couronne. Henri II devient donc un peu un intermédiaire évident. effectivement. Un peu du coup, c'est son frère qui récupère le comté de Champagne au détriment des filles d'Henri II, puisqu'on l'a dit, Henri II n'a pas eu de fils, mais il a eu 3 filles. Alors une qui est décédée avant de se marier, avant d'avoir des enfants, mais les 2 autres vont pas particulièrement apprécier de s'être fait squeezer de l'héritage. La première qui va poser ses revendications, c'est Philippa, la 3e fille, donc la cadette d'Henri II, et avec son mari Erard de Brienne, vont tenter de récupérer le comté de Champagne. Ils vont partir du coup de Terre Sainte, revenir en France par la mer, remonter la vallée du Rhône, et vont plusieurs fois être empêchés, entre guillemets, lors de leur tentative. Notamment parce que leurs adversaires ne sont pas seulement Thibaut III, mais surtout son épouse, Blanche de Navarre, et son fils Thibaut IV. Thibaut, donc le frère d'Henri II qui est parti en croisade, est décédé assez tôt, en fait. Et il a laissé un fils très jeune et sa veuve comme régente. Et oui. Le problème pour la veuve, Blanche de Navarre, c'est qu'il y a aussi beaucoup de conflits en France à ce moment-là. Parce que pareil, hein, on s'imagine les guerres comme la guerre de 100 ans, etc. En réalité, il y a plein de conflits privés entre différents barons de différentes échelles, la couronne, et les alliances sont très mouvantes. Et c'est le cas un peu de ce conflit-là, puisque donc Erard tente de remonter avec sa femme vers le nord pour aller jusque dans le comté de Champagne et s'emparer des biens, ou des biens qu'il réclame. Sauf que Blanche de Navarre, donc la veuve de Thibaut, décide de tout faire pour l'empêcher. Elle le fait arrêter plusieurs fois, notamment au Puy-en-Velay, où il est fait prisonnier. Et à chaque fois, il finit par s'en tirer, alors notamment parce que comme il est croisé lui-même, il est techniquement protégé, puisque le statut de croisé offre une protection juridique. Ok. Donc il est libéré. Il se fait des alliés, notamment le duc de Lorraine et le seigneur de Noyer. Il y a plusieurs combats. La dame de Champagne, Blanche de Navarre, dame de Champagne, oui, parce qu'il y a plein de. Les noms sont durs à ralentir. Eh oui. J'espère que vous suivez, chers auditeurs et auditrices. Il y aura on mettra sur la version YouTube l'arbre généalogique. Donc Blanche de Champagne, Blanche de Navarre, dame de Champagne, met le siège devant le château de Noyer, mais qui est une grande forteresse qu'elle va pas réussir à prendre. Pendant ce temps-là, un peu avant, Erard a aussi commis du brigandage, puisque en fait, il faut se rappeler aussi que quand on pense à guerre, on pense aussi pareil à des conflits de grande envergure avec des milliers d'hommes, tout ça. Et on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Les guerres privées, elles occupent quelques dizaines à quelques centaines de combattants de part et d'autre. C'est des guerres de toute petite envergure, en fait. Et Erard, pour faire fier, pas mieux à dire, pour faire fier Blanche de Navarre et la mettre dans la mouise, il commet ce qu'on appelle du brigandage, ce qu'on appelle des barons, il fait ce qu'on appelle le baron bandit, et il attaque justement les 10 marchands dont tu parlais tout à l'heure qui reviennent des ports de Champagne, pour tenter justement de foutre le boxon et d'affaiblir la position de Blanche. Sauf que, force de se batailler, alors qu'il n'y a
plein d'autres conflits autour entre la couronne de France et ses différents seigneurs. Le roi de France, il en a un peu marre. Il est convoqué pour résoudre le problème, sauf que Blanche de Navarre, elle a un atout entre guillemets derrière elle, c'est que son fils est héritier comté, on suit entre guillemets ce qui avait été décidé par son beau-frère Henri II. C'est un mineur. Et donc, elle demande au roi de France de repousser le jugement sur la succession au moment où son fils deviendrait majeur. Le roi de France accepte, et ce qui impose un statu quo. Erard, lui, n'est pas du tout content, parce que ça veut dire qu'il va devoir patienter avec sa femme pendant au moins 10 ans, donc c'est long. Et donc, vu que il y a d'autres, ils ont d'autres bisbilles judiciaires sur des questions de propriété et de vol, il reprend le conflit. Ce qui énerve de nouveau un peu plus le roi de France, il finit par menacer de venir avec son hôte personnel, son armée personnelle, pour régler la question, et les deux vont finir par se calmer et par accepter le status quo. In fine, Philippa et Erard finiront par accepter un dédommagement financier en échange de la reconnaissance de la propriété à Thibaut IV. Ok. Alors vous allez vous dire, là déjà, c'est une bonne guerre de succession, une bonne guerre privée, il y a déjà eu bien le bordel. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Henri II, il a eu 3 filles. Une qui est décédée avant de pouvoir faire quelques préventions, que ce soit qui était l'aînée. La cadette, qui a donc accepté avec son époux de céder contre argent sonnant et trébuchant ses droits sur la couronne de Champagne. Et du coup, il reste la Benjamine. Alice de Champagne, qui est la deuxième fille donc d'Henri II. Et qui, accessoirement, est la veuve d'Hugues Ier de Lusignan, roi de Chypre. Ouais, c'est ça, elle est reine de Chypre. Un des individus qui est quand même les plus influents dans les royaumes latins d'Orient. On appelle aussi royaume croisé. Elle se remarie avec Bohémond d'Antioche, pareil, un autre personnage très important. Elle s'en sépare à cause de la consanguinité, et elle décide de revendiquer, elle aussi, la couronne de Champagne. Elle a un peu de chance, entre guillemets, puisque plein de barons français sont de nouveau en opposition avec le roi de France et avec la Blanche Blanche de Navarre. qui non, Blanche de Castille. De Castille, pour le coup. Pour le coup, c'est plus la même, c'est Blanche de Castille. Qui est la reine. Qui est la régente. La régente, c'est ça, oui, tout à fait. La régente de France, qui est plus la régente entre-temps, Thibaut IV est devenu comte de Champagne. Son nom, comte de Champagne. Tout à fait. Mais lui, il soutient la régence Blanche de Castille. Du coup, elle va profiter de ces inimitiés, de ce bordel, pour tenter, elle aussi, de reprendre en main le comté, sauf qu'elle met énormément de temps en fait à faire la traversée et à remonter depuis l'autre côté de la Méditerranée et à remonter jusqu'au comté de Champagne. Et en fait, le temps qu'elle arrive, les barons français ont fait leur soumission au nouveau roi Louis IX, et du coup, elle se retrouve avec peu de soutien. Elle va quand même obtenir en compensation 40 000 livres tournois et un domaine de 2000 livres tournois de revenus. Donc une belle petite somme, qui d'ailleurs n'est pas sans conséquence sur le comté de Champagne, puisque du coup le Thibaut IV, le quatrième des Thibauts, sera obligé de revendre à la couronne de France plusieurs possessions dans ses propriétés en Champagne pour pouvoir payer et pour pouvoir assurer cet arrangement. Alors déjà, ça nous dit quand même, tout ce bordel finalement nous montre aussi beaucoup de choses. C'est que contrairement à une autre idée reçue, les femmes ont un pouvoir politique au Moyen-Âge. C'est vrai que pareil, on a tendance à s'imaginer le Moyen-Âge, les femmes n'existent pas, c'est un monde d'hommes exclusivement. C'est faux, et en beaucoup de points.
les hommes ont un peu le privilège de la violence, et donc des forces armées, au Moyen-Âge. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de rôle politique. Et ça nous est montré, alors d'abord par Blanche de Navarre, la mère de Thibaut IV, qui réussit à vaincre lors de la première guerre de succession de Champagne. Ça nous est montré par Blanche de Castille, qui est la régente pour Louis IX, du royaume de France. Et ça nous est même montré par la deuxième perdante du conflit de la succession de Champagne, Ouais. Alix de Champagne. Puisqu'en fait, après avoir quand même obtenu 40 000 livres au tournoi, ce qui est une fortune pour l'époque, pas, on lui a pas donné 2 euros, quoi. une Toyota 10 ans d'âge et 2 tweets, quoi. Ouais. Et bien en fait, Alix de Champagne va retourner en Orient et va devenir la régente à titre nominative du royaume de Jérusalem. Alors c'est un titre, c'est seulement, ça n'a pas très peu de pouvoir réel derrière, et ça reste un élément important en termes de titulature. Ouais. C'est quelqu'un qui sera donc né en Champagne, qui sera parti pour l'Orient, qui sera devenu reine, puis qui sera retourné en France avant de repartir en Orient. On est très loin Et pour redevenir reine à nouveau, quoi. redevenir régente du royaume de Jérusalem. C'est pas rien, quoi. Oui, elle est régente, Donc, elle est ça pas montre reine, mais qu'il y oui. a une énorme mobilité, et deux, un pouvoir des femmes qui est réel et qui est conséquent. Et ouais. Et le troisième truc, on le disait, c'est les relations interpersonnelles entre les différents individus. Puisque Thibaut IV, comte de Champagne, il a non seulement réussi à s'assurer de ses domaines, donc en France, mais il devient également roi en Navarre, de l'autre côté des Pyrénées. Ok. Au détriment d'un autre héritier, puisqu'à la base, c'était le roi d'Aragon qui était censé récupérer la couronne de Navarre, mais les barons de Navarre lui préfèrent Thibaut IV. Et puisque Thibaut IV, sa mère, c'est Blanche de Navarre, donc du coup, il hérite à travers sa mère. Ok. Et les barons le choisirent lui. Là aussi, autre idée reçue, comme quoi les femmes ne peuvent pas hériter ou très automatiquement éjectées. Argument qui est ressorti a posteriori, en fait, après la guerre de 100 ans, pour justifier de ne pas donner la couronne au roi d'Angleterre. Donc c'est récent, en fait. En réalité, c'est un truc a posteriori que les pairs de France vont utiliser comme argumentaire. Ça n'est pas une vérité légale au Moyen-Âge, du tout. En réalité, les femmes ont des droits de succession qui sont bien réels et qui entraînent d'ailleurs, comme ici, beaucoup de conflits. Puisque même si elles-mêmes sont vues plus faibles que les hommes d'un point de vue légal, elles peuvent quand même transmettre leurs droits, et leurs maris surtout vont pouvoir défendre les droits de leurs épouses. La plus célèbre, bien sûr, c'est Aliénor d'Aquitaine. Bah oui, bien sûr. On fera peut-être un épisode exprès dessus un jour. Ah, ça pourrait être chouette de faire un épisode spécial sur Aliénor d'Aquitaine. Un grand personnage qui nous montre d'ailleurs. Et en fait, Aliénor, c'est un peu l'exemple le plus connu, mais il y a plein de femmes comme ça qui vont avoir un impact politique très réel sur leur vie de tous les jours, sur la vie de tous les jours, sur le futur même des alliances, puisque comme Blanche de Navarre a réussi à maintenir son fils Thibaut sur le trône de Champagne, que celui-ci devient roi de Navarre, ses descendants, son arrière-petite-fille et héritière, devient reine de Navarre et se marie à Louis X le Hutin, roi de France, faisant rentrer la Navarre dans le royaume, dans une union personnelle avec la France. Et ouais. Ce qui va avoir en plus d'autres conséquences derrière sur la guerre de 100 ans, qui va avoir aussi des conséquences un peu plus tard sur d'autres conflits avec les royaumes ibériques. Tout ça parce que une alliance matrimoniale. Ouais. Alors si vous voulez un peu vous mindfuck par rapport justement à cette influence des lignées féminines à travers l'histoire,
J'ai découvert il y a un an que, en réalité, il y avait une lignée matrilinéaire qui mettait à l'amende et les Capétiens et les Habsbourg. Ah ouais? Quand on parle dynastie, souvent c'est les deux grandes dynasties les plus connues, Bah celles qui oui. ont donné le plus de rois, Mais en fait, ils sont tous les deux mis à l'amende par la lignée de Dame Gartenda, pardon, du Béarn, qui est à la base une petite comtesse des Pyrénées, et dont les descendants ne sont pas moins que la reine Victoria, Ok. l'impératrice d'Elisabeth d'Auchty, euh, et en fait la quasi-totalité, quand tu regardes les lignées matrilinéaires, la quasi-totalité des reines en France, en Saint-Empire, en Russie, au Royaume-Uni, durant leurs âges d'or, et sont quasiment systématiquement tous de cette femme-là. C'est quoi son nom exact, tu m'as dit, t'as dit? Il me semble que c'est Garfenda du Béarn. Hop, je vais Gar... vérifier. Comment ça s'écrit, putain? Senda Béarn. Il me semble que c'est elle. Je pense que j'ai du mal à orthographier son nom. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, Non, attends, ta. Parce qu'il y en a beaucoup. Le problème, c'est que t'as un nom qui à l'époque est très. Ça s'écrit comme ça se prononce? Garsenda? Oui. Il me semble que c'est elle. Hop. Connecté sur Fort Calquier. Non, c'est Fort Calquier. Ah, c'est Fort Pardon. Calquier du coup. Putain, du coup, big up à Roman alors. Qui nous avait parlé de Fort Calquier. La maison de Garfenda de Fort Calquier. De Fort Calquier, comtesse de Provence. Et ouais. Et cette personne est, quand tu regardes, alors je vais vous mettre le lien de la vidéo en question, sur laquelle j'étais tombé. C'est assez chouette, parce que ça permet de voir qu'en fait, quand tu regardes en matrilinéaire, ouais, elle donne. Et ben, tu retrouves, voilà, Blanche première de Navarre, tu retrouves, les reines de France. Ah oui, d'accord, ouais. Catherine, reine consort d'Europe, Anna du Saint-Empire romain germanique, et ouais, Pologne, Espagne. Badass. Marie-Thérèse du Saint-Empire, voilà, l'impératrice Marie-Thérèse, reine régnante, c'est pas reine consort. Hop. Tac. Dis donc. Les impératrices d'Allemagne et les rois et les reines de Grèce, et bien sûr la reine Victoria. Ok. Donc, quand même pas mal de. Voilà. Ouais, j'avoue que. Du coup, on a un peu dévié par rapport à juste guerre de succession de Champagne, mais du coup, ouais, mais c'est intéressant quand même. Un petit point sur le fait que, en fait, l'histoire médiévale, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante que ce qu'on peut imaginer. Ouais, bien sûr. Et on y retrouve des acteurs qui sont en fait aussi variés qu'aujourd'hui. C'est juste que leur rôle politique et leurs moyens d'action ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a une grosse différence entre les sexes au Moyen-Âge, parce que la morale religieuse impose certaines visions du sexe et des rôles qui y sont attribués. Ouais. Ouais, mais comme tu dis, c'est pas parce que tu fais pas la baston que ça veut pas dire que t'as pas un pouvoir politique quand même. Et en plus de ça, quand on dit fais pas la baston, peut-être un C4, pareil, on fera un truc sur les chevaleresses et les grandes capitaines et grandes guerrières du Moyen-Âge. Parce qu'en réalité, il y a énormément de nobles qui sont battus. Ça peut être effectivement très intéressant. Ouais. Qui se sont battus, qui ont vaincu, qui ont saigné. Voilà. Il y a des pirates, il y a des reines, que ce soit en Bretagne. T'as pas une pirate bretonne, enfin une reine bretonne qui a justement décidé de devenir. Pas une reine, mais. Ouais, une noble du coup. Une noble bretonne qui est devenue une pirate absolument infâme sur les côtes de la Manche.
Donc il y a Il y a de quoi faire. il faut retenir un seul truc de cet exposé un peu décousu, c'est que il y a en fait plein de choses à découvrir dans l'histoire médiévale et que les petits détails, juste les mariages entre deux personnes, ça peut foutre en l'air tout un pays. Ah, mais là, Et c'est ça peut donner des choses très croustillantes, parce que là, c'est quand même fou, la succession de champagne qui va tout toucher jusque la Jérusalem. Ça te montre vraiment cette interconnectivité qu'il y a. Et moi, c'est ça surtout qui m'a frappé dans le truc quand je me suis un peu renseigné. C'est cette idée que, oui, parce qu'il y a croisade, il y a guerre de succession de Champagne, quoi. Et c'est vraiment hyper intéressant à. Surtout, c'est des acteurs, tu te dis, c'est des acteurs qui sont capables d'influencer la politique française depuis le Proche-Orient Bah, c'est ça, et ouais. inversement. Ouais, C'est quand même assez fou, quoi. ouais, complètement. Et d'ailleurs, petit aparté, petit détail croustillant, puisque le fameux Henri II, qui est à l'origine de tout ce bordel, quand il part en croisade, il est décédé de manière très bizarre, en tombant d'une fenêtre, de la fenêtre de son palais. Alors il me semble que c'est à Saint-Jean-d'Acre, c'est ça. Ok. Donc si vous aimez les complots, si vous aimez les trucs à l'Assassin's Creed, Ah bah là, il y a quelque chose. bon, là, je veux dire, il s'apprête à envoyer une armée de secours pour aller secourir Jaffa, qui est assiégé par le sultan d'Égypte, et il tombe malencontreusement de sa fenêtre. Bah ça arrive. Il pensait qu'il y avait une vitre et hop, il est tombé. Peut-être pour si jamais il y a des historiens qui veulent faire une thèse et qui nous écoutent, peut-être une enquête policière à mener 800 ans après. Excellent. Ok. Bah super, ouais, C'est franchement. ça qui est chouette avec l'histoire médiévale, c'est qu'il y a plein de trucs croustillants. Mais oui, mais c'est ça qui est chouette Tous les avec l'histoire tout court même. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.